François Hollande qui est avec Apolline de Malherbe. Apolline, François Hollande va ouvrir une séquence 48 heures en banlieue, mais ce matin, évidemment, c'est petit-déj pour le candidat PS. Oui, petit-déj ici dans son hôtel en banlieue de Lyon à Vaux-en-Velin. C'est un hôtel où vous êtes arrivé tard cette nuit. Vous avez roulé depuis Nîmes. Hier, vous aviez une grosse journée. Vous avez été à Narbonne, à Nîmes. Le matin, vous étiez à 7h à la télévision. Concrètement, comment vous allez? Comment vous faites? Écoutez, c'est pas ma situation qui est aujourd'hui en cause, c'est celle des Français. Moi, je fais campagne depuis des mois. Je me déplace partout où on m'attend, où on veut m'entendre. Et donc, si c'est simplement mon état de santé, il va bien. Si c'est ma forme physique, elle est bonne. Après, reste la question du choix. Et ça dépend des électeurs. Moi, je fais ce que on attend d'un candidat en campagne. C'est-à-dire qu'il soit le plus présent possible, le plus proche possible, le plus accessible possible. Donc j'étais à Narbonne, je rencontrais des viticulteurs, je rencontrais aussi des pêcheurs qui venaient me dire quelle était la gravité de la situation qu'ils vivaient. Ensuite je suis allé à Nîmes, rencontrer des milliers de personnes qui étaient venues me voir sur le parvis des arènes. C'était un cadre magnifique d'ailleurs. Et puis dans la nuit, je suis venu jusqu'ici, dans cet hôtel de Vaux-en-Velin. Et toute la journée, je vais être d'abord ici en Rhône-Alpes, dans ce qu'on appelait autrefois des quartiers difficiles, qui sont devenus aujourd'hui des cités où il y a eu des efforts considérables en matière de rénovation urbaine, mais où il y a un chômage qui est inacceptable. Puis ensuite, j'irai à Creil, à travers des transports collectifs, qui, là aussi, sont, pour beaucoup de nos concitoyens, une vraie inquiétude, à la fois pour les délais, parfois même pour la sécurité. Voilà, je fais ce qu'un candidat doit absolument faire, c'est-à-dire être au contact. C'est un véritable tour de France et on va vous suivre d'ailleurs toute la journée. Le plus souvent en ce moment, vous ne repassez même pas par la case Paris. Vous enchaînez des déplacements en France. Est-ce que ça vous manque de ne pas être chez vous, de ne pas repasser par chez vous? Et chez moi, c'est Tulle. Donc les moyens de transport ne sont pas forcément les plus simples pour retrouver le chef-lieu de la Corrèze. Donc en ce moment, mon seul domicile, c'est la France. Vous avez dit que si les Français vous en donnaient mandat, comme c'est souvent votre expression, vous ne vous installeriez pas forcément à l'Élysée. Pourquoi? Pour l'instant, j'ai un domicile. Je ne cherche pas un logement. Je cherche à convaincre les Français de changer d'avenir, de changer de destin. Donc je ne me pose même pas la question de savoir où je vivrai. Mon sort personnel est tout à fait secondaire. Ce qui compte, c'est que les Français puissent vivre mieux après mon élection. Je vous ai retrouvé ici à votre hôtel ce matin. Vous avez déjà donné quelques interviews à la presse locale. Quels sont vos rituels du matin? Est-ce que vous prenez toujours le temps vous-même de lire la presse ou est-ce que vous n'avez plus forcément le temps? Est-ce que vous écoutez la radio? Est-ce que vous avez des petits rituels du matin? Mais oui, je vais vous les confier. D'abord, je me lève tôt, j'écoute la radio. Toutes les stations, donc je n'en privilégie aucune en particulier. Je suis un zappeur. Je regarde également votre chaîne et notamment l'interview de Bourdin. Et puis je lis la presse dans mes déplacements. Et parfois, quand je ne le peux pas, j'ai le renfort de mon iPhone qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Mais je veux à la fois être parfaitement au courant et en même temps ne pas être non plus lié à ce qu'est l'actualité immédiate. Parce que sinon, nous ne sommes que dans la réaction, dans la réactivité la plus sommaire. Or, je pense que dans une élection, un candidat doit se projeter, doit être capable de donner du sens et pas simplement faire un commentaire. Si ce matin j'ai écouté Nicolas Sarkozy sur RTL, j'aurais pu faire à votre micro plein de corrections de ce qu'il a dit. Il en dit tellement, il en fait si peu. Mais je pense que ce qui est attendu, c'est d'abord que j'éclaire par des propositions ce que peut être l'avenir du pays. Donc j'essaye de, à la fois, bien comprendre ce qui se passe, parce qu'une élection, c'est toujours une somme d'événements qui s'ajoutent les uns les autres, qui vont former à un moment les opinions, et en même temps, j'essaye de me mettre au-dessus.
Alors justement, vous avez écouté Nicolas Sarkozy ce matin sur RTL. Il a été quand même assez critique, comme il l'est souvent face à vous. C'est ma seule question politique ce matin. Il a dit, il a sous-entendu que vous aviez un peu couvert la corruption au sein du PS en étant le premier secrétaire qui n'avait pas fait le ménage, notamment dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault et dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que ça fait partie de cette méthode qui est la sienne, de caricaturer, de dénaturer. J'ai été premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 10 ans. Il n'y a eu aucune procédure judiciaire concernant les fédérations en question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de procédure judiciaire concernant ces 2 fédérations. Il peut y avoir des enquêtes sur des personnalités, et je souhaite que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, mais en aucune façon ça concerne le Parti Socialiste en tant que tel. C'est curieux cette manière qu'il a de dévier. On l'interrogeait sur la campagne de 2007, voire la campagne d'Édouard Balladur, et il parlait d'autre chose. Quand on parle d'autre chose et qu'on ne répond pas à la question, vous êtes une journaliste, c'est que sans doute il y a malice. Il y a sans doute malice. Donc merci François Hollande. On va vous suivre tout au long de cette journée. Une déambulation dans ce quartier de Vaux-en-Velin avec tout à l'heure une réunion publique et on vous interrogera juste après. François Hollande, on vous a quitté ce matin, vous étiez en train de prendre votre café à l'hôtel. Entre-temps, vous avez visité ce quartier de Vaux-en-Velin, vous avez rencontré les habitants et à l'instant, vous venez de tenir un meeting en plein air. Désormais, c'est traditionnel chez vous, ce meeting en plein air. Vous avez fait sortir le meeting de son cadre habituel. Est-ce que pour vous, c'était important que le meeting aille au-devant des gens ? Oui, c'est d'aller au plus près. Et donc, la meilleure des façons, c'est de donner des rendez-vous sur des places publiques avec des centaines de personnes qui viennent, parfois par conviction, parfois par curiosité, et de rendre plus simple l'accès. Et puis c'est aussi une manière de parler plus librement, sans le cadre qu'impose un grand meeting. Puis enfin, il y a une autre raison, c'est que ça ne coûte rien. C'est finalement gratuit d'abord pour celles et ceux qui y assistent, mais ça ne coûte non plus rien à l'organisation. On plante son micro et puis on parle. Et je crois que ça permet à des femmes et à des hommes qui sont quelquefois rétifs à l'engagement politique de venir à l'écoute. Vous avez donné des idées à votre adversaire, puisque Nicolas Sarkozy a l'air de vous copier pour la Concorde. Alors là, on n'est plus dans une rencontre informelle, on est dans le cadre d'un rendez-vous sur une grande place. Jean-Luc Mélenchon avait aussi ouvert la voie, si je puis dire. Bon, moi je ne suis pas dans une compétition de meeting. Je ne crois pas que ce soit le nombre de personnes qui viennent aux réunions qui indiquent ce que sera le vote. Ça répond à d'autres logiques. Mais je voulais qu'il y ait un grand rassemblement. J'ai choisi Paris parce que c'était le plus simple. Il y aura un espace qui sera ouvert pour des activités aussi culturelles, sportives, puisqu'il y a aussi le marathon de Paris qui arrive là. Nicolas Sarkozy a choisi la Concorde. Je ne sais pas si ça correspondait d'ailleurs à l'esprit qui avait été celui de son quinquennat, qui avait été plutôt celui de la discorde. Mais enfin, chacun choisit ses lieux. On parlait évidemment du 15 avril prochain. Et une autre chose, vos meetings, parfois vous en tenez jusqu'à 2 par jour, c'est assez épuisant et on sent quand même que votre voix peine un peu. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça ? Je bois, enfin je bois de l'eau, hein. Mais la voix, écoutez, elle tient et je veux aller le plus loin possible. Donc ça veut dire garder autant que possible mon énergie, mais ne rien économiser. Je dois convaincre et je ne dois pas avoir de limites. Et même si je pousse parfois sur la voie, j'ai la volonté d'aller chercher tous les suffrages. Il y a des choses à dire. Aujourd'hui, vous étiez en banlieue et vous commencez une séquence de 48 heures en banlieue. Aujourd'hui, ici, dans la région lyonnaise. Tout à l'heure, à Creil, dans la région parisienne. Demain, vous allez aussi faire tout le tour de Paris, si je puis dire, dans les banlieues et finir par un meeting à Aulnay. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller directement vers les gens des banlieues ? Vous avez peur notamment de l'abstention, peut-être ? Non, d'abord, je veux montrer la confiance que je porte à ces quartiers, qu'on dit difficiles, mais qui sont des quartiers où il y a une vitalité extraordinaire, mais où il y a aussi beaucoup de difficultés qui se sont accumulées, notamment le chômage et l'accès difficile au logement. Donc je veux leur dire aussi qu'ils représentent un avenir pour la République et en même temps qu'il y a des efforts à faire pour tous et donc des droits et des devoirs qui doivent être prononcés, y compris dans cette campagne. Puis enfin, je voulais aussi dire à tous ces jeunes qui quelquefois se désespèrent parce qu'ils sont au chômage, 40-50% de jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi dans ces quartiers. Leur dire que le vote, c'est la meilleure façon de manifester, non pas simplement une colère, mais une volonté, une espérance. C'est-à-dire, c'est pas un devoir que je leur demande, c'est aussi un droit qui doit être le leur. Le droit de faire confiance à celui ou à celles qu'ils choisiront et le droit de prendre pleinement leur place dans la République. La République a manqué sans doute ces dernières années, mais eux ne doivent pas manquer à la République.
On est ici justement dans cette problématique des banlieues. Il y a eu une question de sécurité qui a émergé notamment aujourd'hui avec l'apparition de ces meurtres dans l'Essonne et l'idée que peut-être ce serait le même tueur derrière. Claude Guéant qui tout à l'heure disait qu'il s'agissait peut-être d'un tueur en série. Est-ce que vous avez peur qu'après Toulouse, il y ait une nouvelle psychose qui monte ? Je comprends la psychose qui existe dans ce département puisqu'il y aurait eu plusieurs meurtres, assassinats par le même personnage et les éléments semblent concordants. Donc ce que je souhaite, c'est que la police puisse l'appréhender le plus rapidement possible et que les indices qui ont été trouvés permettent cette sortie de la peur que beaucoup de nos concitoyens peuvent avoir dans ce département. Je n'ai pas plus d'éléments. Ce que je crois, c'est que la sécurité doit être partout respectée. Quand il y a un tueur fou, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de l'arrêter. Mais je fais confiance aux forces de police. Je ne suis pas du tout dans une polémique ou dans une stigmatisation du gouvernement parce qu'il y aurait des meurtres. Moi, je ne fais pas cette conception-là de la politique. François Hollande, tout à l'heure, on vous a laissé, on était à Vaux-en-Velin. Maintenant, on est à la gare de Lyon à Paris. Entre-temps, vous avez pris le TGV, comme pratiquement tous les jours. J'ai l'impression que je vous vois tout le temps dans le TGV. C'est devenu votre nouvelle maison. Qu'est-ce que vous y faites dans le TGV ? Vous travaillez, vous vous reposez ? Écoutez, d'abord, ça dure peu de temps grâce justement à la grande vitesse. Ensuite, il y a des journalistes, ça ne vous a pas échappé, qui posent des questions. Et là, je faisais une interview avec la rédaction de l'Express qui était venue pour l'occasion. Puis ensuite, j'avais des interviews à corriger, notamment pour témoignages chrétiens et pour les inrecuptibles. Donc de fait, vous ne vous reposez jamais ? Mais c'est la journée. Normalement, on ne fait pas de sieste la journée quand on est candidat. Bon, donc voilà. Et puis si je n'avais pas fait ça, j'aurais réfléchi au discours que je vais prononcer demain sur la jeunesse. Donc il y a toujours des moments où on pourrait effectivement se reposer, mais on doit réfléchir. Justement, la meilleure façon de se reposer, c'est de réfléchir. Le compte à rebours est lancé presque tous les jours dans vos meetings. Vous dites, voilà, plus que 18 jours, il y a 2 jours à Rennes, et puis plus que 16 jours aujourd'hui. Est-ce que finalement, ça ne va pas un peu vous manquer, cette vie de nomade ? Ça dépend comment ça se termine. Peut-être que ça va s'arrêter définitivement. Soit ça va continuer d'une autre façon. La vie de responsable politique, alors a fortiori de chef de l'État, c'est une vie où le déplacement est finalement l'activité principale. Moi, je conçois la décision publique comme étant bien sûr un moment de réflexion, mais aussi un moment de préparation. Et pour cela, rencontrer les Français, voir leurs représentants, les élus, les partenaires sociaux, voir de visu, j'allais dire, la réalité, c'est aussi ce qui est attendu du chef de l'État, pas simplement d'un candidat. Merci, maintenant vous allez prendre une moto-taxi et on se retrouve tout à l'heure à Creil. Merci beaucoup, à bientôt. Dernier rendez-vous, on retrouve Apolline de Malherbe avec le candidat socialiste. François Hollande, on vous a suivi toute la journée. Maintenant, on est à Creil. La journée se termine pour vous. Enfin, j'allais dire, parce qu'elle a été quand même très intense, et que demain, le marathon continue, puisque très tôt, vous serez à Trappes, puis aux Ulysses, puis à Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, et enfin, un dernier meeting à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que vous êtes heureux de ce rythme ? Est-ce que vous êtes heureux de cette campagne qui va bientôt se terminer ? Oui, mais elle doit se terminer à un moment ou à un autre, mais j'en suis très heureux et très fier. J'ai reçu un accueil partout, enthousiaste, à Vaux-en-Velin, ici à Creil. À Creil, ça a même débordé. Durant tout mon passage entre la gare et la mairie, j'ai pensé ne jamais arriver. Puis après, dans ce quartier, nous avons été fêtés et en même temps espérés. Mais je ne confonds pas ces moments de liesse avec la décision que prendra le peuple français. Pour qu'il y ait un changement, il faut que les électeurs viennent voter. Et entre l'enthousiasme qu'ils prodiguent et le moment où ils vont se manifester dans un bureau de vote, il y a encore un écart. Donc c'est cet écart-là qu'il faut réduire. Et puis enfin, je dois montrer un attachement non pas au quartier, à la banlieue, mais à la France. La France, elle est dans toute sa diversité. Et nous devons la respecter. Et en même temps, ici, lever une espérance, parce qu'il y a beaucoup aussi de difficultés. Mais quand je vois une ville comme Creil qui fait autant pour réhabiliter des logements, pour créer de nouveaux espaces, je me dis, nous avons tous les leviers pour réussir. Et cette population, elle attend que non pas on vienne en aide, elle ne demande pas l'aumône, elle demande des droits, elle demande sa place. Et notamment la jeunesse ici, elle demande d'avoir, après un parcours
professionnel ou un parcours universitaire, enfin l'accès à des emplois. Et donc il faut qu'il y ait de la part du prochain chef de l'État cette reconnaissance de ce que cette jeunesse peut apporter à la France. Il n'y a plus que 16 jours, vous êtes en campagne depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que vous avez des regrets ? Non, je n'ai aucun regret. Si, j'aurais un regret, peut-être, c'est de ne pas avoir encore convaincu davantage au soir du premier tour. Et j'aurais encore un regret le 6 mai si je n'avais pas rencontré toute la population. Ça sera difficile. Et donc, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut avoir des devoirs. Et donc, j'ai un devoir qui est d'avoir une victoire et d'avoir un rassemblement des Français autour d'un nouveau chemin et d'une nouvelle espérance. C'est ce que je fais chaque jour et je le fais avec bonheur. On me dit mais ça va bientôt s'arrêter. Mais oui, il faut que ça s'arrête parce qu'à un moment il faut travailler. Et donc ce que je demande, c'est pouvoir servir mon pays au lendemain de l'élection présidentielle. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous.